pense que je vais pouvoir commencer ma conférence de ce soir, avec un grand plaisir d'ailleurs, parce que en introduction, je pourrais dire que le thème que j'ai choisi pour vous ce soir est un thème qui me met en contact avec ma sensibilité. Ça n'a pas l'air comme ça, parce que peut-être le titre vous paraît un peu anodin. Le titre que j'ai choisi, c'est « Comment nos rêves nous empêchent d'aimer la réalité ». Vous verrez dans le développement que je vais faire combien ça peut aller dans quelque chose qui va très profond et pas simplement un sujet de surface sur lequel on pourrait imaginer, bah oui, nous rêvons tous et à ce titre-là, bah, c'est pas plus mal de rêver parce que aujourd'hui nous sommes dans une époque où culturellement nous nous laissons happer par les rêves qui vont nous emmener vers une réalité heureuse. C'est-à-dire, en d'autres mots, plus nous rêvons, plus nous pouvons obtenir ce qu'on veut, plus nous allons nous réaliser et nous accomplir et enfin trouver le bonheur à cette issue. Et on va vous apprendre, ou on va vous apprendre, ou vous induire que vous avez tout à fait le droit de rêver et d'aller réaliser vos rêves en rêvant. Voilà. Et en étant donc des partisans de la loi de l'attraction, en étant des partisans du « si je veux, je peux ». Donc on appelle ça les techniques issues du développement personnel ou de la psychologie positive, qui sont les techniques du self-help, auto-assistance, je vous en parlerai. Du mouvement aussi, qui est un mouvement issu de la société consumériste dans laquelle nous nous trouvons au jour d'aujourd'hui, qui est idéalisé, qui est on peut tout obtenir, tout ce qu'on veut, rêvons, rêvons, et si on rêve et qu'on s'y prend bien, et qu'on sait s'y prendre, alors peut-être nous pourrons d'un coup de baguette magique réussir à obtenir ce que les autres arrivent à réussir. Donc si les autres y arrivent, pourquoi pas moi? Donc cette société d'abondance très marketée, puisque le marketing utilise beaucoup cette société d'abondance, de luxure, de vous pouvez tout avoir, acheter, consommer, des loisirs, des produits de consommation, du matériel, des objets de luxe, des hommes et des femmes, consommer aussi de l'amour, il y a de l'abondance, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Donc on va vous apprendre à y arriver et donc à vous accomplir pour obtenir le bonheur entre guillemets, stable, définitif. Et là, il y a un bug. Donc, il y a plein de bugs, il y a plein d'écueils dans ce mouvement d'aujourd'hui très actuel qui consiste à dire, oui, plus vous rêvez et plus vous aimez la réalité parce que vous allez devenir des acteurs de votre vie. Vous êtes responsable de la vie que vous menez et vous allez être acteur de votre vie et donc vous accomplir, vous allez définir votre mission et quand vous aurez reconnu votre mission, vous allez accomplir et réaliser vos rêves. Et donc c'est sur cette branche-là, sur cette direction-là que je m'insurge. Je vais prendre le contre-pied exprès, parce qu'en fait, c'est pas que je suis contre ce mouvement-là, parce qu'il a du bon, mais tant qu'il n'est pas conscientisé, qu'on ne prend pas de recul par rapport à ce mouvement qui est très sociétal, qui est lié à notre culture. Historiquement, c'est notre culture d'aujourd'hui qui tend vers ça. Tant qu'on ne prend pas de recul, on a les pieds dedans, on est imbibé par ça et on ne s'en rend même pas compte. Et presque tout le monde pourrait croire que c'est vrai, que si je rêve de ma mission et que je l'entreprends et que je suis au bon endroit, c'est-à-dire que, par exemple, on voit aujourd'hui que le travail est aussi un lieu qui favorise mes talents, donc je vais me réaliser, m'épanouir aussi dans mon travail. Donc si je rêve du travail qui est le meilleur pour moi, je peux me l'offrir. Si je veux, je peux. Et donc, le lieu de travail est aussi un lieu de réalisation, un lieu d'épanouissement. L'amour, le couple, puisque moi je travaille beaucoup sur le couple, est un lieu aussi de réalisation, d'épanouissement. Rêvons le couple formidable. Et si on vous apprend comment il faut faire avec des recettes X, Y, Z, dont moi, évidemment, je vais vous aider à faire ça. Tous les thérapeutes sont dans le bain. Donc, on va vous donner les recettes magiques pour que vous puissiez y arriver. Il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Donc ça, c'est tout le courant actuel dans lequel
on est imbibé et on n'a pas du tout de recul là-dessus. Alors, en même temps, c'est chouette que ça existe, hein, je ne vais pas casser du sucre dès le départ sur ce mouvement d'abondance, de psychologie positive, du positivisme à outrance, parce que, quelque part, voir positif, c'est-à-dire les optimistes, le courant optimiste, a des bienfaits. On ne peut pas dire que les gens qui sont optimistes vont mal. En général, ils ont de l'enthousiasme, ils ont du désir, ils ont des élans, ils peuvent avoir de la créativité, ils ont des convictions. Hein, les gens qui croient à leurs rêves, qui se disent « oui, je rêve et je vais y arriver », ils sont quand même très guidés par leurs désirs et ils se disent « j'ai un rêve, j'ai une grande mission, j'ai des idéaux, donc si j'ai des idéaux, bah magnifique, je vais tendre vers et ça va me donner de l'énergie et je vais rayonner le monde. » Enfin voilà. Donc les optimistes, en gros, sont des gens qui sont très incarnés souvent dans la matière et qui croient à ce qu'ils entreprennent. Voilà. Et ils se donnent les moyens pour entreprendre souvent. Donc il y a du bon. Hein. Scientifiquement, si vous avez lu quelques articles là-dessus, on n'arrête pas de dire et d'entendre dans les médias, soyez optimistes, soyez positifs, construisez votre vie positivement, les bienfaits du positivisme, de l'optimisme. Vous verrez, vous vivrez plus vieux, vous aurez moins de maladies, moins de somatisation, parce que vous êtes des optimistes. Cheese. Souriez, la vie vous sourira. Voilà. Donc ça, on l'entend tout le temps, on le lit, on le voit, et on est complètement imbibé de ça. Ben moi, je vais questionner ce truc-là et en dessiner les contours et les limites. Parce que sinon, il n'y a personne qui fait le contre-pied. C'est embêtant parce que vous pouvez tomber dans le panneau de croire que tout ira très bien pour vous si vous êtes tout le temps optimiste et que vous croyez vraiment que vos rêves vont vous faire adorer la réalité, la supporter, la magnifier, etc. Eh bien, non. Moi, je fais plus partie du courant de la philosophie pessimiste qui m'aide, et je vous dirai pourquoi, à justement prendre l'inverse de cette philosophie optimiste et qui me permet, en tout cas moi, et moi je vous témoignerai de mon expérience, à passer les épreuves, à être beaucoup plus dans le discernement, à prendre du recul sur les choses, sur les épreuves, sur la souffrance, à me distancer, à moins me prendre les pieds dans ce qu'on appelle, ou ce que vous appelez les échecs ou les réussites. Parce que de mon point de vue, il n'y a pas d'échec ou de réussite, il y a des sommes d'expériences qui se vivent les unes derrière les autres, mais les optimistiques, si je peux les appeler comme ça, vont penser de manière très rationnelle, on va contrôler, on va entreprendre et on va réussir ou on va échouer. Donc ils vont vivre la vie comme une somme de résolution de problèmes à résoudre avec je réussis ou je rate, je réussis ou je rate. Et vous avez commencé à entrevoir avec moi l'énorme souffrance que ça génère de croire qu'on réussit ou on rate sa vie. Parce qu'on peut tendre vers nos rêves et les réaliser et on est responsable de ça, ou si on n'y arrive pas, c'est qu'on est responsable de ne pas y être arrivé. Parce qu'on a raté une marche, parce qu'on est nul. Donc on a une mauvaise image de nous, hein, à ce titre-là, si on rate quelque chose à cause de nous, ou on réussit grâce à nous. Hein. Vous voyez déjà dans quel mouvement, dans quel décor je me situe là. Je réussis, je vais atteindre mes rêves grâce à moi je suis responsable, c'est moi l'acteur, ou je rate à cause de moi. Tu me combles grâce à toi, ou tu me fais rater ma vie à cause de toi. Voilà. Alors là, on est dans je donne le pouvoir à l'autre, je crois que j'ai le pouvoir, et vous allez voir qu'on va vite passer de j'ai le pouvoir, ce qu'on appelle la puissance, à la notion de la toute-puissance, qui est je crois, mon moi croit que hop là, j'ai le pouvoir de me rendre heureuse, si je trouve les bonnes stratégies, j'ai le pouvoir, t'as le pouvoir de me rendre heureux, voilà, nous avons donc le pouvoir est dans notre main, I've got the power, hein, comme les Américains ils adorent ça, t'es cap, hein, on va travailler sur si je veux, je peux, on est compétent, we can do it, on peut le faire, voilà, et alors on est fiers, on peut le faire, yes, I can do it. Voilà, on se réveille le matin, I can do it, tu regardes dans la glace, on vous dit, vous regardez dans la glace, là, tu regardes, waouh, trop bien, tout ça, tu pars comme ça, la vie est merveilleuse, il y a plein de challenges et de défis, allez, on met le costume de la super battante, de Superwoman, et hop, on y va, voilà, voilà, on est parti comme ça, comme en 14. Et ce regard, cette perspective sur la vie nous endort,
nous fait croire des sornettes d'ailleurs, et nous fait vivre beaucoup de souffrance. Énormément de souffrance, parce qu'avec ce truc de toute puissance, hein, c'est-à-dire qu'on vient stigmatiser un moi tout puissant. Et un moi qui devient tout puissant, notre petit moi là, qui se croit vraiment, qui se prend pour un jeu important, un JE important, va vite être surface d'effondrement. C'est-à-dire si je n'atteins pas, pour une raison ou pour une autre, ce que j'ai décidé d'obtenir, ce à quoi je rêve, on voit apparaître l'effondrement du moi. Je m'écroule. Oh, alors tout va mal. Mais comment ça se fait? Pourtant, j'ai tout fait, tout ce qu'ils ont dit. J'ai mis toutes les stratégies opérationnelles en face. Oh, mais je ne comprends pas que là, ça ne marche pas exactement, que ça déraille. Ça ne marche pas comme je veux. Oui, ça s'appelle la toute-puissance du moi. Ça ne marche pas comme je veux parce que je n'ai pas le contrôle sur tout. Tout ne dépend pas de moi, que je le veuille ou non. Et donc, à ce titre-là, il y a beaucoup de personnes qui sont imbibées de cette culture de je crois à mes rêves, si je veux, je peux, etc. La loi d'attraction, je vais attirer le bon, parce que je vais rayonner des good vibes, et donc je vais attirer que le bon, si j'y crois, si je rêve, le bon va m'arriver, je peux m'offrir le meilleur, tatitata, hein, toutes ces histoires-là. Et donc ils sont extrêmement déçus, je parle d'effondrement du moi, et je le vois sans arrêt dans ma clientèle, dès qu'il y a une déception, dès que le moi, qui a tout fait pour y arriver, hein, parce que j'ai tout fait, j'ai bien appris ma leçon, j'ai bien visualisé, nanana, j'ai fait toutes mes visus, j'ai lu tous les bouquins là, du développement personnel, j'ai fait 3 tonnes de coach, machin, tout ça. Hein, pourtant, j'y arrive pas toujours. Des fois, j'y arrive pas. Oh merde, j'avais des rêves pourtant et ça s'écroule. Et alors, les autres, ils y arrivent et pas moi. Ça veut dire que je suis vraiment nulle. Donc, l'estime de moi, j'ai pas de valeur, l'effondrement du moi, et voilà, et c'est tout qui s'écroule. Et donc vous voyez que ça ne tient pas à grand-chose, cette affaire-là, dans cette histoire d'être tout le temps optimiste et de croire vraiment que nos rêves peuvent nous faire aimer la réalité et la magnifier. Donc moi je vais prendre le contre-pied, je vais continuer de prendre le contre-pied là-dessus. Alors pourquoi ça existe, cette affaire de croire tellement, ou d'avoir tellement envie de croire que nos rêves peuvent nous créer une réalité magnifique, extraordinaire, et qu'on va entreprendre et s'offrir le meilleur? Tout simplement parce que nous sommes dans une période entre deux guerres. Hein. Vous avez vu qu'on n'est pas en période de survie, on est en période de vie. Donc, qui dit pas survie, c'est-à-dire que si vous êtes au Sahel là, en train de crever de faim, vous n'allez pas commencer à rêver d'une vie abondante, d'avoir tous les amoureux que vous voulez avoir en vous mettant sur des sites, vous n'allez pas surconsommer, vous n'allez pas rêver tellement parce que vous êtes sur un mode survie. Donc là, vous n'avez pas le temps de vous poser toutes ces questions. Il y a beaucoup moins de dépression, comme vous remarquez, hein, parce que l'effondrement du moi va avec l'anxiété et la dépression. Hein. Et pourquoi on est tellement dans une société dépressive? Parce qu'on croit vraiment qu'on peut réaliser nos rêves. Donc tout ça, ça se tient. Et c'est fait exprès de par la société consumériste qui market, ce marketing, qui utilise le marché pour nous rendre affriolants, plein de produits abondants sur lesquels on pourrait croire qu'on va être comblé et heureux grâce à tout ça. Donc achetons, consommons, agitons-nous, travaillons comme des tarés pour pouvoir nous acheter les loisirs, tant rêvés, les voyages, les maisons, les propriétés, les yachts, les machins, enfin voilà, pour tout, pour enfin être heureux. Si nous achetons, nous serons heureux. Si nous consommons, nous serons heureux. Donc le marketing fabrique du rêve et gagne beaucoup de sous à ce propos. Hein. Voilà. Y compris dans le mouvement du développement personnel, que j'aime beaucoup, dont je fais partie, mais qui profite de la situation en mettant des coachs dans tous les sens. Il n'y a jamais eu autant de coachs et de thérapeutes, tout le monde veut devenir thérapeute, c'est sympa, hein, mais c'est aussi parce que nous sommes dans une période on n'est pas en mode de survie, on est dans une autre période, plutôt de croissance. Et là, je vais commencer à mettre une parenthèse ou un bémol en disant, regardez, oui, on est dans une période de croissance et d'abondance, et de consommation, mais, excusez-moi, c'est pour ça que je dis que c'est un sujet qui m'est sensible, que cette période de croissance, elle n'est pas illimitée. Hein. Ce moi tout-puissant, là, comme un enfant, moi je ramène souvent l'humanité d'aujourd'hui à un enfant de 8-10 ans,
qui croit qu'il est maître du monde et qu'il peut tout avoir et qu'on peut toujours aller encore plus de croissance, encore plus de consommation, encore plus de tout, toujours plus, la société du toujours plus de plaisir, toujours plus de tout, toujours plus d'achats, toujours plus. Elle n'est pas gagnante celle-là, hein, parce que cette période de croissance, on est dans un cycle, hein, si vous lisez un peu les articles là-dessus, qui va vite être arrêté par un système qui va obliger à la décroissance. Tout simplement parce qu'au niveau de la planète, on est en train de bouffer, ça vous le savez, toutes les réserves. Hein, la biodiversité qui diminue, je vous passe en mille. Hein, les espèces, les animaux qui disparaissent, la plupart des espèces mammifères marins, le génocide sur les animaux, etc. Donc, bref. Donc, on est dans une période où on va être arrêté dans notre élan de croissance et de toujours plus, et on veut toujours plus de plaisir et toujours plus de tout. Comme des enfants qui ont 8-10 ans et qui se retrouvent dans un... Moi j'aimais bien les Galeries Lafayette, donc je veux tous les Galeries Lafayette, je veux tout acheter, je veux tout pour moi, à moi, et le moi il est surgonflé, c'est l'hypertrophie du moi, l'hégémonie du moi, un moi tout puissant, comme un enfant, comme un gamin, et qui ne supporte pas la frustration ou la déception de ne pas obtenir ce qu'il veut. Voilà. Et ça c'est terrible. Parce que ça va nous amener de manière assez radicale et assez prochainement, moi je pense, dans un système qui va nous obliger à la décroissance, parce qu'on est obligé de fonctionner au niveau des interactions de notre système avec l'écologie, avec l'écologie relationnelle, avec l'écologie des animaux, avec l'écologie des plantes, et de respecter tout ça. Et si on se prend pour Dieu le Père et des maîtres de tout et des dominants, hein, comme on peut le faire maintenant, parce qu'on croit que nos rêves peuvent nous amener au bonheur, on va se casser la gueule de manière radicale. Mais de manière radicale. C'est-à-dire qu'on va vraiment être obligé de décroître et d'arrêter de croire qu'on peut tout avoir comme ça. Voilà, de manière illimitée, et que les ressources sont disponibles de manière illimitée. Et ça nous tend, on tend vers ça, et ça va être vite d'actualité. Enfin, c'est déjà d'actualité d'ailleurs. Hein. Donc je ne vais pas non plus m'étaler sur cette question de l'humanité souffrante qui est en train de se mettre en péril par rapport à ce titre de ma conférence, qui est comment nos rêves nous empêchent d'aimer la réalité simple, en toute simplicité, pas une réalité qui nous fait croire dans une abondance illimitée et que tout est gagné, et qu'un jour peut-être, si je fais tellement d'efforts pour avoir ce que je veux, alors un jour je serai heureux définitivement. Hein. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup plus à gagner à m'inscrire dans le courant de la philosophie dite pessimiste, parce que dès le départ, le postulat, c'est que la vie est instable. Les épreuves sont là. Les épreuves, que vous le vouliez ou non, les épreuves sont devant vous, elles ont toujours été là, elles seront devant vous, et c'est pas la peine de faire du déni ou de faire l'autruche comme si c'était pas vrai. Hein. Donc dans le courant de la philosophie pessimiste, à l'inverse de la philosophie optimiste, on se raconte pas d'histoire. On sait que la vie est souffrance, par exemple. Alors, et que de temps en temps, il y a des moments qui nous échappent, qui sont des moments de grand déploiement, de grande expansion, de grande extase. Ok, magnifique. Alors on va chérir ça et on va les tendre pour augmenter notre joie d'être. Mais si vous prenez la réalité telle qu'elle est, hein, la réalité sans artifice, la réalité, elle est dure, la réalité, on parle des chocs du réel, où elle peut être tiède. Hein, la réalité, elle peut, si vous arrêtez d'être toujours dans vos rêves, si je veux, je peux, tati tata, la course à consommer, si vous vous mettez en solo, face à face avec vous, vous rencontrez quoi? Le vide existentiel, l'angoisse, l'absurdité, pourquoi je suis là, à quoi ça sert, qu'est-ce que je fous là, c'est quoi mon plan, quel est le sens de la vie, toutes ces questions-là qui sont très angoissantes. Hein. Mais tant que vous ne les rencontrez pas et que vous vous perdez dans les rêves, je vais entreprendre, oui je crois que ma mission, je suis convaincue que dans mes idées, je suis convaincue, je mets toute mon énergie au service du monde extérieur, vous ne prenez jamais de recul. Et c'est très souffrant. Hein. Et c'est très souffrant parce que vous n'anticipez pas les obstacles, vous n'anticipez pas les souffrances, pas assez. Et donc comme un enfant qui est très déçu, ou qui se fracture, ou qui s'effondre, s'il n'a pas le jouet qu'il veut. J'ai pas mon jouet, je suis fâchée. Et je m'effondre.
Donc il y a une très faible tolérance à la frustration à cet endroit-là. Alors que dans le courant dans lequel j'ai tendance à m'inscrire, qui est plus un courant pessimiste, à ce moment-là, je sais et j'anticipe, j'ai beaucoup moins d'attentes, parce que je sais que j'aurai pas tout ce que je veux. Parce que je sais que c'est pas comme ça. Alors, ça m'empêche pas de participer au jeu de la vie et de m'amuser à faire comme si je pouvais avoir tous les jouets que je veux avoir et à mettre toutes les stratégies en place pour obtenir ce que je veux. Moi, c'est surtout sur la vie amoureuse, d'avoir tous les garçons que je veux, voilà, je vais faire mon harem, j'aurai plein d'hommes, etc. Mais je suis en même temps très lucide que je n'aurai jamais d'avoir tous les hommes que je veux. Et puis même si je les ai, ça ne sera jamais tout le temps goûteux. C'est une évidence, il y aura toujours de la souffrance au rendez-vous. Et je suis d'accord avec ça, c'est ça la différence. Et je suis d'accord et partante pour jouer le jeu en sachant qu'il y aura des obstacles, de la souffrance, et que rien, on n'est pas dans un monde merveilleux, des bisounours, où si je rêve de quelque chose et que je mets tout au service, toutes les stratégies pour y arriver, alors je vais y arriver, bien évidemment, et là, enfin, je serai définitivement heureuse, stable, et tout ira bien pour moi dans le meilleur des mondes. Donc ça, non, pas du tout, je n'y crois pas une seule seconde, et je n'y ai jamais cru. Et c'est pour ça que ça m'aide énormément, et c'est ce que je vous transfère ici, et peut-être ça peut vous aider. Le fait de ne pas y croire, d'être lucide, en fait, ça permet de se détendre avec les obstacles qui vont arriver. Et ça permet de ne pas s'écrouler quand il y en a sur votre route, que ce soit sur votre route professionnelle, sur votre route familiale, sur votre route affective. Hein. Il y a des obstacles sans arrêt, sans arrêt. Mais quand je sais que je m'y attends, à ce moment-là, je ne sombre pas dans l'impuissance. Voilà, parce que je ne cherche pas la toute-puissance. Donc vous avez compris avec moi que l'impuissance, hein, les gens qui sont beaucoup dans l'impuissance, ça a à voir avec le fait d'être optimiste ou pessimiste. Plus je suis optimiste, plus je vais me sentir impuissant si je n'obtiens pas, si je ne vais pas vers mes rêves et que je ne les obtiens pas. D'accord ? Plus je m'attends à ce que ça marche, et plus je vais être impuissant. Moins je m'attends à ce que ça marche, plus j'anticipe le pire presque, entre guillemets, et plus je sais que parfois ça va marcher, youpi, alors là je vais en profiter à fond, hop là je vais faire une petite fête, mais je sais que quand ça marche pas, c'est normal. C'est normal. Hein, ce qui est normal, c'est l'écueil, c'est quand ça ne marche pas. Hein, c'est plutôt anormal, je dirais, que quand ça réussit. Et quand ça réussit, est-ce que vous croyez que ça dépend de vous, que tout dépend de vous, que vous êtes responsable ? Hein, que vous êtes complètement auto-centré sur c'est moi ici qui ai le contrôle de tout. Mais voilà, c'est là où vous rêvez. Hein. Donc pour moi, c'est terrible de voir la souffrance qui est générée sur l'idée que voilà, nos rêves sont une manière de mieux gérer la réalité, etc. Si on veut, on peut, parce que c'est là où s'organise le plus de souffrance. C'est à ce moment-là que je suis déçue et que je vais être extrêmement désillusionnée et encore plus impuissant que si j'anticipe que sur ma route, il y a sans arrêt des choses qui sont instables, qui ne sont pas prévues et qui vont faire que je ne vais pas goûter le meilleur, je ne vais pas m'offrir le meilleur. Il y aura des obstacles, il y a toujours des obstacles. Voilà. En même temps, je disais pourquoi ça existe, cette société du rêve, parce qu'on est dans une société qui aime fabriquer du rêve, et je vous ai dit pourquoi. Nous sommes dans une fabrique à rêves, parce qu'on produit comme ça, et les êtres humains produisent toujours et encore plus, ils sont au service de la production du rêve. Donc cinéma, lecture, hein, il y a beaucoup de... Je parlais, je ne sais plus, dans une autre conférence, les romans, là, comment certains s'évadent dans le rêve à travers des romans pour échapper à une vie tiède. Hein. Donc les femmes avec des romans, vous savez, les romans sexy là, du moment, 50 nuances de Grey, puis d'autres romans du même genre. Avant, c'était Madame Bovary. Enfin, comment on peut s'évader pour soutenir la tiédeur du réel, qui est chiante parfois. Il faut bien le dire, je le dis comme ça, parce que c'est vrai. Hein, des fois, c'est pas rigolo. Hein, on n'est pas toujours sur Terre pour se marrer tout le temps. Et donc, des fois, pour échapper à cette tiédeur ou à ces difficultés ou à ces chocs du réel, il y en a qui vont rêver à travers des lectures, à travers des films, à travers s'évader, à travers des idéaux, à travers des rêveries, hein, des fantasmes comme ça. Et effectivement, vous voyez apparaître ici que la fonction de la fantasmagorie, c'est justement pour soutenir la difficulté du réel, la tiédeur du réel, qui n'est pas vécue comme assez intense ou angoissante dès qu'on se retourne vers soi, ou pas assez géniale, quoi, hein, pas assez rigolote, pas assez chouette.
hein. Donc voilà, donc la fonction n'est pas idiote. Pour soutenir ce réel qui est si difficile à tolérer, beaucoup de personnes vont partir dans la rêverie ou fabriquer des idéaux et construire des idéaux ou des croyances limitantes, des croyances qui vont comme je peux obtenir ce que je veux, je vais rêver, je vais accomplir ma mission, voilà. Donc des trucs comme ça, qui sont des croyances qui pour moi sont très limitantes et qui vont vous empêcher d'absorber ou de contenir la réalité souffrante. Voilà. Parce qu'on voit que les gens qui s'en sortent le mieux, ce sont ceux qui contiennent la souffrance et les épreuves. Hein. Ceux qui sont débordés en 2 minutes parce qu'ils rêvent trop, ceux-là, ils s'effondrent très vite. Donc les gens qui vont bien, on l'a vu dans les périodes de guerre, hein, les plus résistants, c'est ceux qui ont moins peur, qui rêvent moins, et qui idéalisent moins, et qui quelque part ont déjà anticipé qu'il y aura des épreuves. Et donc ils ont moins peur et ils font plus face, ils sont moins impuissants quand l'épreuve arrive, parce qu'ils l'ont anticipé, c'est normal que ça arrive, quoi. Donc ils sont plus présents. Ceux qui rêvent et qui partent dans le rêve et qui sont vraiment des idéaux, des idéalistes, etc., ceux-là, en fait, ils font ça pour échapper à leur peur, hein, la fonction du rêve pour échapper à la peur, et du coup, ils sont moins préparés à absorber les chocs du réel. La peur ne protège en aucun cas. On n'a jamais dit que la peur protégeait. Bon, voilà. Alors... Pourquoi est-ce que justement j'étais en train de dire pourquoi ça existe, cette histoire de nous faire croire que si on rêve, on peut atteindre nos rêves, on sera heureux, justement parce que vous avez remarqué comme moi que quand vous êtes en train de fabriquer un rêve, j'imagine que demain je vais enfin rencontrer la bonne personne. Ça j'entends sans arrêt dans mon cabinet. Je vais enfin rencontrer la bonne personne, parce qu'avant j'ai rencontré que les mauvaises évidemment, hein. Donc je vais rencontrer enfin la bonne personne, hein, en venant de vous voir d'ailleurs, vous allez m'aider à rencontrer la bonne personne, moi, je suis ravie, moi, ça fait mon commerce, hein. Donc d'accord, alors des fois ça marche, hein, je les aide à rencontrer vraiment les bonnes personnes. Ah oui quand même, hein. Si, parce qu'il ne faut pas non plus trop casser du sucre. C'est vrai que des fois on voit pas, on crée des schémas répétitifs, mais quand même cette histoire de croire comme un enfant que je vais peut-être enfin rencontrer la bonne personne et que tout ira bien pour moi, quand je fais ça et que j'imagine et que je visualise et que j'ai l'espoir et que je visualise que dans mon futur proche ou un peu plus lointain, hein, enfin j'irai bien demain, dans le présent je me fais un shoot à la dopamine maintenant, c'est-à-dire je suis heureuse maintenant à l'idée que demain j'irai bien. C'est pour ça que le rêve, pourquoi on vous propose sans arrêt du rêve sur le marché, rêvez, vous allez vous shooter maintenant. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre hier, le cerveau reptilien, il ne fait pas la différence entre hier, demain, maintenant. Si vous envoyez votre cerveau demain, une information demain j'irai bien, lui, il vous fait croire que maintenant c'est vrai. Donc vous êtes là, super content, enthousiaste, c'est super, demain j'arrive. Ah oui, ça y est, c'est vrai, j'y crois. Là j'y crois, je vais enfin rencontrer la bonne personne, je le sais, yep, voilà, super, demain je vais enfin m'épanouir dans mon travail, yep, ouais, super, trop bien. Et là vous faites un shoot de dopamine maintenant. Donc c'est ça le truc de la fabrique à rêve, là. Pourquoi on vous fait tellement croire que si vous pouvez rêver, vous allez y arriver, rêver, trouver les stratégies pour atteindre vos rêves et vos objectifs, parce que ça vous colle des shoots à la dopamine maintenant. Et on le voit sans arrêt sur les réseaux sociaux. Regardez Facebook, là, ils sont tous là, les photos, ouais, j'y suis, ouais, je suis en voyage, c'est trop bien, j'ai mon meilleur amoureux, trop bien, je fais des sourires, j'y suis arrivée, je me fais arriver, alors là, et hop, là, petit shoot à dopamine. Alors ça vous fait croire que personne galère, évidemment, hein. Personne ne met des photos en marbre où ils sont super tristes, complètement dépressifs dans leur lit, anxieux, angoissés avec des tannes d'antidépresseurs et tout. Non, ça, personne, on ne le voit pas, hein. Mais ça vous fait croire que les autres, ils y arrivent, que c'est vrai. Alors vous n'y arrivez pas. En plus, vous comparez, vous êtes crispé en vous disant, putain, pourquoi ils y arrivent et moi, j'y arrive pas, c'est nul. C'est vrai, je dois être vraiment responsable. Je dois vraiment pas faire ce qu'il faut pour y arriver. Il faut vraiment que je consulte, hein. Vraiment, là, c'est important. Donc pourquoi pas l'abondance, pourquoi pas l'amour, pourquoi pas l'égalité des chances, pourquoi pas moi, pourquoi les autres y ont droit et pas moi. Et donc ça va vraiment vous faire croire que je me sens mieux dans le présent si je peux obtenir ça. Et le problème que ça génère, c'est que je vais m'agripper au résultat. C'est-à-dire je vais croire vraiment que c'est vrai et je vais commencer à m'agripper à ce que je veux. Moi, j'appelle ça les objets d'amour, si c'est dans la relation amoureuse, hein. Donc après, je vais dépendre de ce que j'ai eu, qui m'a donné du bon, et que je veux y retourner sans arrêt.
Donc je ne suis absolument pas libre du résultat, parce que je veux aller vers quelque chose que je crois qui va me faire du bien, je vais rêver d'un truc que je crois qui va me faire du bien, et une fois que je le touche, si jamais je le touche, si jamais je l'ai, il y a un crisping, il y a un grasping. Je veux plus lâcher mon jouet. Où il est mon jouet? Merde, il est parti. Alors ça c'est nul. Redonnez-moi mon jouet. Hein, donc, alors si c'est un homme ou une femme, allez, je vais m'agripper au résultat et je ne veux plus le lâcher. Voilà. Et donc ça commence à créer les phénomènes de dépendance, de souffrance. C'est à cause de moi, j'ai dû faire une faute, si je l'ai lâché, s'il me lâche, voilà, ça dépend de moi, j'ai pas fait bien, j'ai pas de valeur, tati. Voilà, je fais pas correct. Voilà. Donc vous voyez comment il y a des bémols sur cette affaire-là. Hein, c'est vraiment important de comprendre ces mécanismes parce qu'on ne vous l'explique pas assez. Voilà. Alors je vais quand même décrire le côté positif du mouvement positif, hein, de croire à ses rêves. J'en ai un peu parlé au début, mais je vous le redis, ça crée de l'émulation, hein, même la compétition. Hein, je suis stimulée, j'ai du désir, ça me crée un élan, je suis incarnée dans mon corps, je sens des choses, j'ai envie d'aller vers. Donc c'est un mouvement qui va vers. Hein. Je crois à mes rêves, je vais vers, et je suis convaincue que je peux y arriver. Donc il y a quelque chose d'un mouvement qui est assez chouette, qui est d'aller vers le monde et d'y croire. Donc ça rentre dans quelque chose d'incarné. Hein. Je rentre dans mon corps, je sens l'élan, je sens mon désir, je suis guidée par l'énergie de mon désir, et on dit souvent que l'énergie est un délice. Donc voilà, donc ça crée une forme de puissance. Oh, je suis bon, voilà. Et il y a de l'émulation et aussi de la compétition qui est pas mal parfois parce que ça stimule. Bon, ok. Et donc là, je faisais la critique de l'excès de ça. Évidemment, c'est toujours les excès qui sont nuisibles, qui est si vraiment je crois à mes rêves, eh ben, je peux m'effondrer dès qu'il y a un obstacle, parce que c'est la toute-puissance, ou tomber dans un burn-out, ce qu'on voit quand même beaucoup arriver ici, hein, soit l'effondrement parce que mes idéaux ne sont pas à la hauteur de mes idéaux, j'y arrive pas, soit un burn-out parce que j'ai tellement fait d'efforts pour arriver à atteindre mes rêves, et que finalement, tout ça pour ça, hein, et finalement je me colle un burn-out aux fesses, et je suis complètement épuisée parce que j'ai ramé comme un malade ou une malade pour y arriver. Parce qu'on m'a vraiment fait croire que si je pouvais, j'ai qu'à faire des efforts et je vais y arriver à atteindre ce fameux bonheur que tout le monde accède, évidemment, tout le monde accède au bonheur en ce moment, tout le monde y a le droit, donc il n'y a pas de raison que moi j'y arrive pas en sortant mes manches et en faisant beaucoup d'efforts, hein, il n'y a pas de raison, donc voilà. Et donc je vais gagner sur tous les fronts, le front amoureux, le front professionnel, je vais me réaliser partout, évidemment, front familial, je serai une super bonne mère. Là. Alors les Wonder Woman de notre époque, il y en a un paquet, et elles sont la moitié effondrées, elles sont fait la totale, la plupart se sont fait des burn-out, les hommes aussi. Hein. On est dans un siècle où il y a énormément de burn-out, c'est à la mode. Pourquoi c'est à la mode? Comme la dépression. C'est à la mode parce que justement, on est dans cette époque, dans ce siècle de vous pouvez accéder au bonheur en vous réalisant pleinement, en accédant à vos rêves. Vous n'avez qu'à sortir vos manches, faire des efforts, travailler, et vous y arriverez. Et donc on est aussi dans ce postulat de la méritocratie, qui est l'idée que, en faisant des efforts, en travaillant dur, en comprenant comment il faut faire en trouvant les bonnes stratégies, vous allez y arriver, vous. Si les autres y arrivent, vous pouvez y arriver. Donc ce sont les meilleurs qui réussissent et les plus mauvais qui échouent. Enfin, ceux qui méritent vont réussir, ceux qui ne méritent pas vont échouer. Donc vous voyez la solidarité entre humains, hein. Tout de suite l'entraide est au rendez-vous, hein, vous avez vu. Et donc c'est un postulat qui est encore souffrant, hein, qui n'est pas toujours reconnu, pas toujours visible, qui consiste à dire, il y en a qui retroussent leurs manches et qui y arrivent, les auto-entrepreneurs, enfin je ne sais pas quoi, on est très dans le mouvement américain comme ça, hein. On dit les self-made man, hein. Donc ils partent de rien, ils arrivent en haut du sommet, donc il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas aussi. Hein, on est tous égaux. Hein. Donc en plus, dans ce postulat de la méritocratie, on voit apparaître cette histoire qu'il y a l'égalité des droits, l'égalité des chances. Donc il n'y a pas de raison que moi, pourquoi pas toi, et pourquoi pas toi, donc ça pourrait faire croire qu'on est égaux. Voilà. Encore un postulat qui est erroné. Hein. Je signale que dès le départ, on n'est pas du tout égaux. Et de nouveau, si vous prenez conscience qu'il n'y a pas forcément d'égalité, c'est tranquille, parce que c'est normal qu'on ne soit pas égaux, et c'est normal qu'il y ait des gens qui n'y arrivent pas. Et si vous remarquez bien, c'est pas moi qui l'ai sorti, ça, qui l'ai inventé, il y a quand même 5% des personnes sur Terre
qui arrivent, par exemple, à vivre un mariage romantique épanoui. 5% des personnes aujourd'hui qui arrivent à travailler, à vivre le travail comme un lieu d'épanouissement. Ben, les autres, ils galèrent, quoi. C'est-à-dire que les autres, ils galèrent. Donc 95% des autres, des personnes normales, dites normales, rament. C'est-à-dire qu'elles ne vivent pas des mariages épanouissants, vous l'avez vu, il y a plein de divorces, les gens n'arrêtent pas de se plaindre que ça ne marche pas, donc l'amour romantique n'est pas tellement au rendez-vous. Vous en connaissez énormément, vous, des gens qui galèrent pas professionnellement, qui s'éclatent. Bon, moi c'est mon cas, mais est-ce qu'il y en a énormément? Non, mais il n'y en a pas à tous les... Moi, j'en rencontre pas à tous les coins de rue. Des gens qui vraiment font un métier par passion, qui sont au bon endroit, sur leur talent, et qui se réalisent pleinement, et qui ont été au bout de leurs rêves, etc. Non, c'est pas la majorité, il faut arrêter de croire que c'est vrai. Donc arrêtez de vous comparer avec une minorité, qui, par hasard, ça dépend peut-être pas d'eux, ont été au bon endroit, au bon moment, etc., et qui ont réussi à avoir l'énergie de rencontrer leur talent et d'être au service de leur talent, et qui se réalisent un temps soit peu, mais c'est pas non plus un chemin mirifique qui n'est pas semé d'embûches. C'est même pas vrai. Donc vous vous faites souffrir à croire des histoires comme ça. Ce sont des histoires. Donc c'est bien de revenir à quelque chose de plus normalisé, d'arrêter de vous comparer, parce que le moi souffre narcissiquement. Plus je me compare aux autres qui soi-disant réussissent, ou que j'imagine réussir, briller de tout leur feu, et plus je me compare, et plus je me fais souffrir, et plus je prends une claque narcissiquement. Parce que je me dis, eux, ils y arrivent et moi, je suis nulle. Pourquoi moi, j'y arrive pas? Enfin, j'ai pas dû faire ce qu'il faut. J'ai pas compris, là. Il y a un truc qui m'a échappé. Voilà. Et comment se faire souffrir en 10 leçons? En faisant ça. Ça, c'est une bonne manière de se faire souffrir, en se racontant l'histoire que certains, alors on sait pas, alors ils y sont arrivés. Si je prends le mouvement du développement personnel, qui est en plein essor, mais qui a commencé dans les années 70, à éclater, eh bien, un des pionniers que j'aime bien par ailleurs, que j'avais lu comme ça et que j'aime bien, qui est Anthony Robbins, qui a fait un succès, des best-sellers archi connus aux États-Unis, qui est un des pionniers, un des initiateurs du mouvement de la psychologie positive aussi, qui est vraiment dans on est acteur de notre vie. Et moi, j'y suis arrivée. Il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas, parce qu'il est parti de rien, terminus. Et puis il vous raconte comment il est devenu un très grand. Et que maintenant, il fait la notoriété, il y a des foules, un public qui le suit, etc. Il vous dit, moi je vais vous donner les techniques, et là on tombe dans les techniques de aidez-vous vous-même, les techniques de self-help. Je vais vous apprendre comment faire pour y arriver, il n'y a pas de raison. Donc on est vraiment dans un postulat de si vous pouvez, vous avez le pouvoir est entre vos mains, croyez-y, et trouvez les bonnes techniques, les bonnes stratégies, vous y arriverez, il n'y a pas de raison. Donc ça vous fait vraiment croire ça. Et donc le bouquin qu'il avait écrit à l'époque, c'était devenez... Attends, c'était quoi le bouquin? C'est un truc avec le géant, là. Vous êtes un petit, donc réveillez le géant à l'intérieur de vous. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes un petit, vous n'êtes pas encore géant, vous êtes une petite graine, là, petite graine de merde, là. Et bientôt, en faisant tout ce qu'il faut, vous allez devenir un grand géant. Et vous avez un super pouvoir. Tantan, j'ai le pouvoir. En plus, je vais le garder, le pouvoir. Voilà. Bon. Ok. Alors moi, ça me fait sourire. C'est mignon, mais c'est des histoires qu'on raconte aux enfants petits. Voilà. Sauf que là, c'est raconté à des grands, à des adultes. Et voilà comment s'opère toute la souffrance. Une des grandes parties de la souffrance qui s'occasionne avec ce biais, c'est tout le monde peut réussir. La croyance, tout le monde peut réussir. J'attire le positif. Donc le positif vient à moi parce que je rayonne du positif, donc là c'est la loi de l'attraction, je suis dans le positif, si je suis positif, je rayonne une bonne énergie, une good vibe, une bonne vibration, hop là, les autres vont me voir positif, je rayonne, donc les autres sont attirés par ma belle énergie, magnifique. Et voilà, donc alors, comment se faire souffrir en 10 leçons, voilà un bon exemple, comment je me fais souffrir. Parce que c'est pas vrai. Mais c'est triste de croire à ça, moi ça me fait mal au cœur. Ça me fait beaucoup de peine de voir que les gens sont complètement imprégnés de ça, ils sont complètement empreints de ce truc-là, et ils y croient vraiment comme des enfants, quoi. Mais vous imaginez pas la souffrance qu'il y a derrière. C'est juste inouï, quoi, mais ça me fait mal au cœur. Voilà. Et en plus, ça crée l'envie. L'envie qui n'est pas une vertu, mais un péché, les envieux. Je suis envieux que toi tu as ce que moi j'ai pas. Voilà, alors moi j'ai pas, c'est pas normal.
Voilà. Donc tout ça, ça stimule l'envie, ça stimule l'achat, hein, ça stimule le fait de croire qu'on peut croître, qu'on peut évoluer, qu'on peut devenir un géant. Hein. C'est tout le système qui persiste à dire qu'on est des petits et on va devenir des grands parce qu'on va évoluer. Et donc si on se met sur une route d'évolution, enfin un jour, on va agripper le bonheur. Mais là, on est petit, donc évidemment, il faut croître. Donc tout le système qui consiste à dire on va croître, on va croître, on va croître. Voilà, alors hein, nous allons nous mettre ensemble pour nous faire grandir, évoluer, on va y arriver, etc. Donc c'est tout ce mouvement-là, tout ce courant qui n'est jamais questionné ni remis en question, qui est hyper occasion de souffrance. Et ça, c'est terrible, et c'est ce qui va créer des estimes de soi écroulées. Bon, nous, ça nous fait des clients, vous avez bien compris, au cabinet, et ça vous fait aussi tout un système dépressif, société dépressive ou anxieuse qui croit à ça. Il y a le bon côté, hein, je ne vais pas non plus donner un coup de bâton sur cette affaire-là. Effectivement, j'ai parlé, ça donne de l'énergie, j'y crois, ça donne de la conviction, ça donne de l'élan du désir, à condition d'être libre du résultat. Mais si je suis agrippée au résultat, que je crois vraiment que c'est vrai, que si je veux, je peux, que c'est ma volonté qui dirige mes succès, eh ben, je ne vais pas supporter les échecs. Hein. Je vais être ramassée, je prends des râteaux sans arrêt. Et quand j'ai un râteau, effondrement. Et voilà. Donc là, je suis mal. Voilà. Je suis vraiment... c'est ce qui occasionne beaucoup de systèmes dépressifs. Voilà, donc moi, je ne suis pas un peu agacée, un peu quand même, hein, je suis un peu agacée, mais je suis surtout triste, et ça me fait de la peine de voir qu'il n'y a pas de recul par rapport à cette question-là. Alors, quand est-ce que ça a démarré historiquement, cette histoire de croire en ses rêves, d'aller vers ses rêves, etc. Ça a démarré à partir du XVIIIe, par... quand ça a démarré à la même époque qu'a démarré la philosophie romantique, hein, on croit à l'amour. Alors avant, vous savez, on était dans des mariages arrangés, c'était pas l'amour, on croyait pas l'amour, on croyait pas au bonheur. Enfin voilà, on savait que la vie était plutôt souffrante et donc on ne se racontait pas des histoires comme ça. Et donc au XVIIIe, effectivement, on a vu la bourgeoisie commencer à virer de bord et à raconter ces histoires, ces postulats qui sont imprégnés maintenant dans notre culture, qui sont la philosophie de l'amour romantique. Nous méritons, nous avons le droit à l'amour plein, à l'amour qui nous comble, et ceci éternellement, le prince charmant, naninana. Et le travail est un lieu où on doit se réaliser. Voilà. Donc et avant pas. Hein, c'était même pas dans les mœurs de penser comme ça. C'est devenu dans les mœurs à partir du XVIIIe et ça continue. Et alors là, on est en pleine explosion de cette affaire-là. Et vous en voyez comme moi tous les écueils. Voilà. Donc vous devez aimer votre femme, mais en plus il faut aimer votre femme hein, jusqu'à la fin des temps. Vous devez aimer votre mari, c'est pas normal si vous l'aimez pas. Vous devez aimer votre travail, c'est pas normal si vous l'aimez pas. Hein, donc voilà, on vous fait croire tout ça. Voilà, donc vous devez être heureux, être joyeux, être optimiste, positif. Voilà, tout ça c'est normal. Sinon vous êtes à contre-courant. Vous êtes triste, vous êtes pessimiste, vous faites la gueule et c'est pas normal, vous allez être exclu parce que c'est pas comme ça, c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on vous raconte tout le temps. Vous avez jamais questionné le truc. Hein, et en fait, il faudrait peut-être considérer que peut-être ceux qui ne croient pas à tout ça vont pas si mal que ça. Les stoïciens, à l'époque de la Rome antique, justement, étaient à contre-courant de cette affaire-là. Ils étaient plutôt dans la philosophie des pessimistes qui, justement, consistait à dire comme ça et louanger la déesse de la bonne fortune. Il y avait des statues de la déesse de la bonne fortune. Et donc, ils n'arrêtaient pas de dire ça, de dire, voilà, si jamais sur votre chemin, vous réussissez, vous obtenez ce que vous désirez, magnifique, mais vous devez faire une offrande à la déesse de la bonne fortune. Parce que, voilà, tant mieux pour vous. C'est une grâce. C'est un miracle que ça vous arrive. Mais ce n'est pas normal. Et ce n'est pas de votre faute ni de votre responsabilité. On ne faisait pas croire ça. Donc c'était beaucoup plus tranquille. Donc les obstacles étaient naturels, les épreuves étaient naturelles, la souffrance était de mise. Et quand vous réussissez quelque chose, c'était miraculeux. Mais ce n'était pas du tout légitime, ce n'était pas normalisé, et vous n'étiez pas le responsable et l'acteur de cette affaire, le seul responsable de cette affaire.
Hein, voilà. Et donc, c'était une période où, justement, cette philosophie était louangée, honorée, et donc amenait certainement beaucoup plus, pour moi, de paisibilité, en tout cas de lucidité. Évidemment, on n'entend pas du tout ce discours-là. On entend le discours inverse. Vous avez remarqué, les optimistes, soyez optimistes, vous vivrez plus longtemps, ce serait tellement mieux, etc. Eh ben, moi, je n'y crois pas. Autre chose aussi qu'on peut croire avec cette idée-là de l'optimisme, de l'excès d'optimisme, qui est donc j'ai le contrôle sur ma destinée, hein. J'ai le contrôle, je rêve, si je rêve, je peux obtenir ce que je veux, ou je devrais obtenir ce que je veux, si je m'y prends bien, donc j'ai le contrôle sur mon destin. Eh ben, on est bien avec ça, tiens. Eh ben, on est mal embarqué. Et oui, parce que toute cette histoire d'avoir le contrôle crée encore de nouveau énormément de souffrance. Vous n'avez jamais questionné cette croyance ? Je suis au contrôle, c'est moi le bonheur dépend de moi, la réussite dépend de moi. Bah, moi je veux bien, hein, mais qui dit que c'est vrai ? Est-ce que vous avez remarqué qu'à chaque fois que vous aviez voulu décider quelque chose, que vous réussissiez tout ce que vous vouliez ? Quand vous rêvez d'un truc, vous l'obtenez, vous ? Ben moi, des fois oui, des fois non. Mais ok. Et donc, à ce titre-là, pourquoi, d'ailleurs, les stoïciens disaient, pourquoi est-ce qu'il y a moins de colère chez les stoïciens ? Parce qu'ils gèrent mieux la frustration. Je trouve ça normal. Et ils disaient, la colère est en lien avec les gens trop optimistes. Parce que quand on est pessimiste, on s'attend à ce que on a moins d'attentes, on s'attend à ce que ça ne marche pas, donc on a moins de colère, on est moins irrité, on est moins frustré. C'est normal, on ne fait pas un caca nerveux toutes les 5 minutes. Voilà. Donc voilà, donc c'est quand même quelque chose d'un peu différent de ce qu'on raconte aujourd'hui. Je ne sais plus ce que j'étais en train de raconter juste avant, mais je suis partie sur une autre idée qui m'a associée. Ah oui, sur le postulat d'être au contrôle. Donc je suis je suis l'acteur, hein, et de nouveau, je comparais l'humanité d'aujourd'hui à un enfant de 10 ans, à peu près, peut-être un peu plus petit même. Ça me fait penser, je suis au contrôle, un peu comme... moi, je me rappelle quand j'étais petite, j'allais sur des trucs d'automobile, vous savez, dans des manèges, où on a l'impression qu'on pilote le... Là, on est là, waouh, je vais à droite, waouh, ça va à droite. Le manège, il va à gauche, il va à gauche. En fait, c'était pas moi qui faisais tourner, j'avais l'impression que c'est moi qui faisais tourner la voiture du manège. Mais en fait, non. C'était le manège qui tournait pour moi. Mais j'avais vraiment l'impression de diriger le truc, le volant. Hein. En fait, c'est exactement la même histoire. On est dans une époque où on a l'impression qu'on fait tourner le volant à droite, on va à droite, je suis au contrôle. Ah bah super, je fais tourner le volant à gauche, dis donc, c'est moi qui dirige. Et ça marche pas comme ça. Donc vous avez remarqué que ça marche pas tout à fait comme ça. C'est un truc d'enfant, c'est mignon pour un enfant. Et en tant qu'adulte, croire encore à ça, je veux bien, mais bon. Et pourtant, cette forme pensée qui consiste à dire qu'on est au contrôle de nos désirs et qu'on peut obtenir ce qu'on veut, de nouveau, c'est croire que tout dépend de nous, ou que la plupart des choses dépendent de notre bon vouloir, de nos efforts, de nos compétences. Ok, donc vérifier si c'est vrai. Hein, moi, par expérience, ce que je vérifie, c'est qu'il y a plein de choses qui ne dépendent pas de moi. Voilà. Qui dépendent de quoi ? De mon environnement. Si je réussis des fois, est-ce que c'est vraiment parce que j'ai du talent ? Est-ce que je suis bonne ? Est-ce que des fois, ça n'a rien à voir avec moi. Hein. Ça n'a rien à voir avec ma valeur. Ça dépend parce que je suis dans un environnement qui est favorable. Ça marche parce que d'un coup, est-ce que je sais, moi ? Il y a plein d'informations que je n'ai pas d'ailleurs, qui font qu'il va y avoir une réussite ou un échec. C'est-à-dire une réussite ou un échec, quelque chose qui fonctionne comme je veux ou qui ne fonctionne pas comme je veux, qui est assimilé à une réussite ou un échec. Et il y a plein d'informations que je n'ai pas et qui ne dépendent pas de moi, qui dépendent de l'environnement, qui dépendent de facteurs extérieurs que je ne contrôle absolument pas, mais qui me font croire que c'est de ma faute. C'est comme un enfant qui se dit c'est moi qui suis aux commandes. C'est moi qui crois que c'est vrai que j'ai le pouvoir. C'est moi qui suis responsable. Donc là, c'est vraiment incroyable de voir comment tous ces adultes qui sont en face de moi, hein, comme vous par exemple, ou comme ceux que j'ai dans mon cabinet, croient vraiment que c'est vrai, qui sont aux commandes, qui pilotent.
et qui se questionnent jamais. Et puis après, ils me disent « Ah, mais je regrette que j'ai pas dû faire ça. Si j'avais su, j'aurais pu faire ça. Et je regrette, j'ai pas dû faire le bon choix. J'ai fait le mauvais choix, tati, tata. » Donc ici, c'est vraiment la croyance, je suis au contrôle. Et si j'avais pu, j'aurais fait le bon choix. Mais c'est sans compter qu'il y a plein de choses qui dépendent de l'autre. Je ne suis pas tout puissant, je ne suis pas tout responsable de tout. Donc cette toute puissance, ce moi qui est tout puissant, est tout le temps, enfin pas tout le temps, mais très souvent en rendez-vous dans notre société actuelle. Je crois que je suis tout puissant, je crois que j'ai le pouvoir, je crois que je suis responsable, je crois que grâce à moi, à cause de moi, et donc je regrette et je me sens coupable, et tout ça est organisé autour de j'ai le contrôle, et on vous fait croire sans arrêt que vous êtes au contrôle. Et comme ça, on vous vend encore plus de produits. Puisque vous êtes au contrôle, donc démerdez-vous pour arriver à réaliser vos rêves. Il n'y a pas de raison. Ben voilà. Donc tout un cheminement intéressant. Je vais faire un tout petit temps pour développer une séquence sur l'inverse, thèse-antithèse, qui consiste à dire, et là c'est d'autres points qui sont les histoires de rêve. Comment le rêve permet d'aimer la réalité telle qu'elle est, en tout cas de mieux l'aborder. Le rêve, alors là je ne parle pas du rêve rêvons notre vie, mais plutôt du rêve nocturne ou du rêve éveillé, ce qu'on appelle les rêves diurnes. Et donc depuis Freud ou la psychanalyse, vous avez vu que le rêve nocturne, mais même les rêves éveillés, nous permettent de décoder, de décrypter notre inconscient et donc de mieux nous connaître et de mieux prendre contact avec nos conflits intrapsychiques et donc de dénouer des problématiques que l'on a à l'intérieur de nous. Donc l'histoire du rêve, c'est quelque chose qui peut être aussi un apport, une plus-value de pouvoir mieux cerner nos rêves ou de décrypter nos rêves ou de les interpréter pour pouvoir mieux nous cerner, nous introspecter et peut-être trouver des options, élargir des options, ce qu'on appelle la thérapie par les rêves. Donc parfois se faire accompagner quand on a des rêves récurrents ou des cauchemars, etc., ça peut être aidant, mais là on est sur un autre plan. Je suis sur le plan du rêve de nuit. Voilà, du rêve éveillé qui, par la symbolique, nous permet de décoder des choses et de décrypter des choses et de mieux nous connaître. Ça, c'est une chose. Ensuite, les rêves dans une certaine culture, dans une certaine époque, ou encore aujourd'hui, certains peuples qu'on appelle les peuples rêveurs, alors là, on va voir que c'est un lien avec le chamanisme, les peuples rêveurs qui ont des cultures traditionnelles ont utilisé le rêve pour aller vers plus de... des rêves de bons augures, c'est-à-dire qu'ils avaient l'intention, ils mettaient leur intention la nuit avant de s'endormir d'être guidés, ils avaient la foi et ils étaient guidés et ils attendaient d'avoir des clics, d'être guidés, d'être bien orientés pour avoir une vie plus favorable. Voilà, et parfois ça marchait. Donc parfois les croyances aboutissent à effectivement être plus guidées, etc. Mais il faut voir que ces peuples-là, qui encore continuent d'exister, et qui vont louer les rêves comme étant un guide pour aller vers quelque chose de meilleur, ils vont rester dans un respect de l'écologie. Ils respectent beaucoup la nature, ils vont respecter les rythmes des saisons, ils vont respecter les animaux, ils vont respecter toute la biodiversité. Et donc, effectivement, là, c'est beaucoup plus cool qu'on est les maîtres du monde et on rêve la nuit qu'on va, comme la loi d'attraction le dit, je vais rêver la nuit de mon prince charmant, je vais tout faire, nanana, et je vais attirer le positif et il va venir vers moi. Donc là, on n'est pas sur notre petit moi, on ne s'approprie pas quelque chose, on est plutôt dans le rêve, le guidage du rêve pour que le collectif aille bien, pour que le système en entier, pour que la culture, pour que le peuple aille bien vers un vent favorable. Et c'est encore autre chose, une autre dynamique, tout en respectant l'écologie. C'est autre chose. Alors après, je vais aller un peu plus sur la fonction du rêve qui permet de soutenir le réel, en parlant des profils de personnalité. On voit chez les enfants que la fonction du rêve, rêver un autre monde, rêver un imaginaire, rêver un ailleurs, permet la résilience de l'enfant qui arrive dans un environnement appauvri. Pourquoi ? Parce que les enfants, quand ils n'arrivent pas dans un environnement qui peut satisfaire tous leurs besoins, à ce moment-là, vous le voyez, dans des environnements toxiques, ils vont créer
de l'imaginaire. Par exemple, ils vont imaginer qu'ils sont adoptés, qu'ils ne sont pas dans la bonne famille, qu'ils ont été adoptés par cette famille-là, ou ils vont imaginer qu'ils viennent de Mars, qu'ils sont projetés sur Terre, qu'ils ne savent pas ce qu'ils font là, ou ils vont créer des imaginaires en étant des guerriers de l'ombre, ou en étant identifiés à des forces chaotiques. Enfin, ils vont créer des imaginaires et s'échapper par le rêve pour que le rêve fasse office de résilience, pour soutenir et supporter ce réel qui est insoutenable en fait, de par cet environnement qui n'est pas à la hauteur des besoins de l'enfant. Donc on voit ici que le rêve qui est fabriqué très tôt chez l'enfant, l'imaginaire comme ça, d'un ailleurs, d'un monde meilleur, d'un monde ailleurs, d'un monde où je ne suis pas ceci, permet de survivre. Donc on voit très tôt chez l'enfant que l'espoir fait vivre, l'espoir en créant de l'imaginaire, en créant du rêve, en créant du fantasme. Et il ne faut pas nier ça, il faut aussi vraiment considérer que c'est un système qui est mis en place pour pouvoir supporter ce réel insoutenable. C'est important parce que ces stratégies de survie qui sont mises dans l'enfance très petit vont construire des profils de personnalité avec des modes défensifs qui fait que pour me défendre d'un monde trop dangereux, trop intrusif, trop violent, alors je vais mettre en place un profil de personnalité, me construire avec un système de défense où je vais partir dans des idéaux, par exemple. Je vais rêver le monde plutôt que d'agir. Et je vais commencer à construire des rêves, et fabriquer, me façonner une vie dans mes rêves pour ne pas descendre sur Terre, parce que le monde sur Terre est trop violent. Et moi, je ne veux pas faire partie de ces êtres violents. Donc, je préférais les animaux, ou je préférais les bouquins, ou je préférais le monde intellectuel, ou le monde mystique, parce que sur Terre, c'est trop difficile pour moi. Donc, créer un système de défense pour se protéger de ce monde violent, qui ne m'a pas accueilli à la manière dont j'avais besoin d'être accueilli et sécurisé. Et donc, ce sont des systèmes, des stratagèmes de survie qui créent la résilience chez l'enfant à un moment donné, mais qui, chez l'adulte, ne sont pas du tout opérants. Puisque fonctionner comme ça chez l'adulte, je l'ai dit tout à l'heure, avoir des idéaux en veux-tu, en voilà, et des rêves, et créer des rêves, et croire à ses rêves, prendre ses rêves pour des réalités, comme on dit, c'est vraiment casse-gueule. Parce que c'est une manière de ne pas agir dans le monde, de rester dans la rêverie et d'avoir un effondrement du moi, une forme dépressive, que je ne peux pas tolérer le réel. Parce que je préfère rêver, le réel est trop dur, je ne peux pas l'absorber. Donc je repars dans mon rêve, évidemment, parce que c'est mieux de rêver la vie que de la vivre, puisque la vivre c'est trop dur pour moi. Donc je rêve et je repars dans mes rêves et je me raconte que j'ai des idéaux et que la vie serait tellement meilleure si, et je deviens envieux et je manque de ceci et je manque de cela et ça serait tellement mieux si, et ça serait tellement mieux si. Pourquoi je fais ça? Parce que je n'arrive pas à soutenir les obstacles du réel. Parce que je crois vraiment que c'est vrai, que si j'avais ceci, je serais heureux. En plus, je me raconte l'histoire. Et j'y crois, cette histoire. Voilà. Et donc ça crée beaucoup d'états dépressifs. Mais à la base, c'est un enfant qui a créé de l'espoir et qui a créé des idéaux pour survivre. Simplement ça. C'est pour ça que c'est bien de voir toute l'histoire, le trajet. Et de ne pas blâmer ces personnes qui sont des idéalistes, des rêveurs, et que vous voyez qui ne se bougent pas les fesses. Mais pourquoi ils ne se bougent pas les fesses? Parce qu'ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ne peuvent juste pas absorber le réel tel qu'il est et les chocs du réel. Voilà. Donc il y a ce profil de personnalité qu'on va appeler les rêveurs, les idéalistes, qui vont s'échapper et s'évader d'un moi anxiogène en créant du rêve, de l'idéalisation, et y croire à leurs idéaux. Et évidemment, la société d'aujourd'hui favorise ces personnes-là, vous avez remarqué. Et puis il y a un autre profil de personnalité qui est plus actif, qui sont des idéalistes, certes, qui croient dans leur mission. Je suis quelqu'un d'humaniste, je vais lutter contre, je ne sais pas quoi, une mission XY. Et ils sont tellement convaincus de leurs idées qu'ils se croient au contrôle. Si je veux, je peux. Donc j'ai une mission, j'ai des objectifs à atteindre, je suis missionné. Si je veux, je peux. Et donc je vais défendre l'injustice sur Terre, je ne sais pas quoi, j'ai une mission, bref. Et je crois que je suis au contrôle. Et là, je vais être hyperactif, actif dans le sens acteur. Je vais mettre toutes les stratégies, tous mes moyens au service, sauf que si j'échoue, alors là, je suis mal. Parce que forcément, j'ai tellement tout mis de moi, je me suis tellement mis la pression pour atteindre mes objectifs, que si ça ne réussit pas exactement à l'endroit de la perfection de mes exigences et de mes attentes, je me prends un râteau grave.
parce que je me mets la pression et je suis au contrôle, je suis au contrôle. Donc les gens qui sont beaucoup dans le contrôle se mettent la pression comme des malades et se collent des tensions, et finalement ils échouent assez facilement parce qu'ils sont fragiles. Ils sont fragiles à cause de se mettre trop de tension, et trop de pression et trop de niveau d'exigence. Donc ce sont de nouveau des idéalistes qui croient complètement dans leurs hallucinations idéalistes, dans des rêves idéalistes, mais qui croient dur comme fer, qui mettent toute leur énergie au service de la réalisation de leurs objectifs, convaincus, n'ayant aucune distance avec ça, aucun détachement par rapport à ça, agrippés au résultat, et qui, en général, se collent des chocs au réel, autant que les idéalistes qui rêvent sans se mettre dans l'action. Hein, vous avez vu, il y a deux profils. Hein. Donc les idéalistes qui rêvent et qui procrastinent et qui préfèrent la rêverie au réel, donc une forme d'échappatoire, rêver pour éviter de se coller les mains dans la gadoue et d'y aller. Et puis, il y a ceux qui sont hyperactifs, qui sont les actifs, qui produisent, mais sous une énorme pression, en pensant, si je veux, je peux, et il n'y a pas de raison que j'y arrive pas, parce que j'ai décidé d'y arriver. Donc, allez, on va ramer, on va soulever ses manches et on va y arriver. Et là, c'est vécu comme un échec, et un échec cuisant si ça ne marche pas. Voilà. Et en plus, beaucoup de tension, beaucoup de pression. Les gens qui sont sous pression ne vont pas très bien, hein, ils sont très perturbés, beaucoup de stress. Donc là, on voit un effondrement du moi par un excès de perfectionnisme. Et alors que dans le premier profil, on voit un effondrement du moi qui est plutôt une forme dépressive par un excès de rêverie. Et une difficulté à soutenir la tiédeur ou la difficulté du réel. Donc vous voyez, les profils de personnalité sont très en lien avec ce qu'on a construit enfant et notre manière de rêver ou de ne pas rêver le monde. Donc en fait, pour dire en résumé, ceux qui s'en sortent mieux, c'est ceux qui ont un certain recul par rapport à ça, qui ont une certaine distance, un peu comme moi d'ailleurs, c'est-à-dire qui à la fois participent, parce qu'il ne s'agit pas de ne pas participer au jeu de la vie et de ne pas retrousser ses manches pour avoir des objectifs et tenter de les atteindre, pour s'offrir le meilleur, c'est pas ça l'idée. Évidemment, c'est sympa d'aller s'offrir les jouets, d'aller à la conquête du bonheur, de rêver la vie, de rayonner sa solarité, enfin tous des machins comme ça, mais à condition d'avoir cette certaine distance et d'avoir moins d'attentes sur la vie, d'anticiper les obstacles. Anticiper les épreuves, de construire sa philosophie de vie avec le fait que, oui, tout est instable. De faire comme si on allait mourir demain. D'ailleurs, une des autres manières, toujours pareil dans ce courant de la philosophie pessimiste, une des manières de gérer ce réel et de le soutenir, c'est d'apprivoiser la mort, c'est d'être en contact avec la mort tout le temps, pas de la dénier en faisant genre bon, ça c'est morbide ton truc, on va surtout pas parler de la mort. Non, au contraire, parlons de la mort. La mort, c'est la finitude, c'est le limité. C'est pas l'infini, c'est pas allez, on va s'amuser, on va jouer, amusons-nous, vive la croissance, vive la merveille, vive le merveilleux, on va rigoler. Non, on arrête de rigoler. On se met en face de la finitude et on voit ça en face. Et là, on arrête, et du coup, en étant en contact avec la mort, c'est-à-dire tout peut s'arrêter maintenant, tout ce que vous avez peut repartir en poussière. Hein, vos enfants, ils ne sont pas à vous. Hein, si vous arrêtez de vous approprier vos enfants, vous avez des enfants, moi j'en ai, hein, demain ils peuvent disparaître. Ben oui, ça c'est vrai, c'est une réalité. Et donc, c'est comme ça. Donc le fait de l'avoir acquis comme postulat de base, ça vous détend. Ça détend. Parce qu'il n'y a rien qui est acquis, il n'y a rien qui est définitif, il n'y a rien qui est stable. Donc tout est mouvant, et du coup ça donne une certaine tranquillité, ou en tout cas une capacité d'absorber, de contenir toutes ces épreuves qui arrivent parfois ou n'arrivent pas parfois. Mais si elles arrivent, c'est pas tout à fait étonnant, on peut anticiper que c'est normal. Si elles n'arrivent pas, tant mieux, youpi. On va faire une offrande à la déesse de la fortune, de la bonne fortune. Voilà. Hein, ça n'empêche pas de mettre tout au service d'arriver à réussir ses objectifs, mais avec une forme de détachement. Voilà. C'est être convaincu sans être convaincu. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui assouplit au lieu de rigidifier et de s'agripper comme des malades au résultat. Si vous regardez dans les enseignements spirituels, puisque moi je travaille aussi en partie, j'anime aussi des stages de tantra qui sont aussi une manière d'avoir une autre perspective. Le tantra, c'est une philosophie de la vie, hein, c'est un art, c'est une perspective, un autre regard qu'on porte sur les choses, que je vous transmets beaucoup à travers les conférences que je donne, qui sont aussi des lieux et des stages où on vient expérimenter cette philosophie, mais l'expérimenter dans le corporel, de l'intérieur, où on voit combien on a affaire avec nos limites, hein, et comment on peut
avoir ce regard sur les choses avec cette forme de « ok, je vais dans le monde, j'y participe pleinement, totalement », mais avec ce recul, qui est « je ne me prends pas les pieds dedans ». Je sais que je suis tout petit, je suis tout petit. La mort, voilà, à chaque instant, on dit souvent dans le contrat, faites comme si vous allez mourir demain. Faites comme si vous allez, tous vos attachements vont disparaître. Tout ce à quoi vous êtes attaché, tout ça, ça va se terminer. Tout est limité tout le temps. Arrêtez de vous prendre pour l'illimité, d'aller vers chercher l'illimité qui n'existe pas. Donc les idéaux, les rêves, les rêveries, tout ça, c'est de l'illimité. J'exige la perfection, j'exige être le maître du monde. Je veux, je peux, j'ai la baguette magique, je veux, je peux. Ça, c'est l'illimité, mais on n'est pas illimité. Donc une des plus grandes manières de se détendre avec la vie, ou d'être en paix, si tant est possible de rester en paix 5 minutes, c'est d'accepter les limites, c'est de les voir, de les incorporer, de les intégrer, de faire avec ces limites qui sont tout le temps là. On est des tout petits machins. Montez sur un glacier, hein, quand vous montez sur des glaciers, quand vous prenez l'avion et vous voyez d'en haut, vous voyez, pas grand-chose sur Terre. Il y a des tout petits bouts de rien du tout. Et ce petit bout de rien du tout qui se prend pour une grande chose avec un moi tout-puissant, ben ça ramène à l'essentiel, ça ramène aux priorités de vie. C'est-à-dire, c'est quoi? Ça réajuste, hein, quand on est en contact avec la mort, le petit rien que nous sommes, eh ben, ça réajuste la notion des priorités essentielles. Sur quoi je vais mettre mon attention de manière essentielle? Sinon, je mets mon attention sur des trucs complètement futiles qui ne me servent à rien. Alors, ok, je vais obtenir des tas de trucs. Voilà, je vais acheter plein de choses, je vais m'agiter, je vais aller voyager partout dans le monde. Je vais utiliser plein d'avions, je vais polluer ma planète d'ailleurs. Ouais, magnifique. Hein. Et alors, je vais toujours plus. Et là, je vais avoir ça. Oh, je vais être content 5 minutes. Hop, et ben, je vais repartir là. Oh, ben, je vais être content 5 minutes. Hop, là, et donc, je vais passer d'un truc à un autre. L'effet zapping. Et je ne serai jamais heureux parce que je vais croire que c'est ailleurs que je serai bien. Alors que le trésor, il est sous vos fesses. Le trésor, il est simplement là où vous êtes. Vous n'avez pas besoin de courir à travers le monde, fatigué à prendre des avions et des voyages et des machins. Le trésor, il est où vous êtes. Et c'est ça la simplicité, c'est vraiment d'avoir compris cette histoire de limite, qui est qu'on n'a pas besoin de la folie des grandeurs, on n'a pas besoin d'autre chose que ce qui est là, et c'est tout. Et un des philosophes du 19e que j'aime beaucoup, qui est Krishnamurti. Donc, j'ai à peu près tout lu de Krishnamurti, et il y a 2 phrases qu'il disait qui sont très justes pour moi. Il avait fait une conférence avant de mourir, je crois, et qui résumait. Il a dit, voilà, je vais vous apprendre ce qu'est le bonheur. Alors, ils étaient là, c'est quoi le bonheur? Ok, ben, résumé en une phrase, c'est ne pas résister, ne pas lutter contre ce qui est. Point. Et c'est tout, silence. Vous avez tout compris, point. Ne pas résister contre ce qui est. Ça veut dire quoi? C'est toute la philosophie dont je viens de vous décrire, hein, qui consiste à voir, voilà, ce qui est, et ce qui est n'est pas toujours évident. Voilà. Donc si j'arrête de lutter contre le courant, ben je fais avec ce qui est, et je suis en harmonie avec ce qui est, au lieu de vouloir autre chose que ce qui est, notamment ce qui ne dépend pas de moi. Et je fais en fonction d'augmenter ma joie de ce qui dépend de moi. Ça, c'est plus spinoziste. Mais c'est intéressant, cette phrase de Krishnamurti, qui est vraiment pour moi très très juste, hein, comment on va à l'essentiel en une phrase. Pas résister, ne pas lutter contre ce qui est. Pas augmenter les tensions qui sont déjà présentes en luttant contre ce qui est, ce que je suis, c'est-à-dire un être limité, imparfait, complètement perfectible. Ça ne vous empêche pas de chercher à vous améliorer, mais dans une compréhension que vous êtes totalement imparfait, vous le serez tout le temps, hein, et tout le temps limité, il y aura toujours des obstacles devant votre route, et que les autres sont pareils. Donc vous n'êtes pas les maîtres du monde, on n'a pas le pouvoir, vous n'avez pas le pouvoir, j'ai pas le pouvoir, on n'est pas grand-chose. Donc et ça, ça détend. Une autre phrase de Krishnamurti, avant que j'oublie, qui est aussi pour moi très juste, c'est que chaque situation, il disait, va présenter à part égalitaire des avantages et des inconvénients. Donc partout où vous mettez votre nez, vous verrez, il y aura des moments qui seront super chouettes, et puis il y aura des moments, dans n'importe quelle situation, même qui a l'air a priori heureuse, vous aurez des galères. Chaque qualité a un défaut, chaque problème a chaque solution a un problème, chaque ressource a un problème. Donc derrière pile, il y a face. À part égale. Derrière la lumière, il y a l'ombre. C'est comme ça. Donc si vous voulez voir qu'un côté de la pièce, vous êtes mort. Ben oui, si vous êtes des guerriers de la lumière, comme il y en a beaucoup au jour d'aujourd'hui, là,
les fanatiques de la lumière, c'est-à-dire ceux qui voient des anges partout, les bonnes vibrations, les bonnes énergies, enfin, ces trucs-là. Moi j'aime bien, c'est chouchou, c'est joli, ça peut être bien des fois, c'est sympathique, c'est respectable hein, aussi, mais néanmoins, voilà, donc vous ne voulez pas voir l'ombre, c'est-à-dire vous ne voulez pas voir quoi ? La souffrance, vous voulez éviter la souffrance, vous êtes que dans le mielleux, dans quelque chose d'un peu niais quelque part, hein, l'amour, toujours. Alors, moi, je suis vraiment en contact aussi avec l'amour, mais l'amour qui inclut, pas l'amour qui veut voir que le positif, pas l'amour qui veut voir que le beau, qui veut voir que le sacré, que les hautes sphères, que là-haut, le ciel. Hein. Un dicton que j'aime bien qui consiste à dire « sans la boue, pas de lotus ». Donc sans la boue, bah regardez en bas, hein, regardez, descendez sur Terre. Sur Terre, c'est le bordel, hein, c'est le chaos, c'est les contradictions, mettez la main dans la boue, là, allez-y dans la galère. Au lieu d'être le regard élevé, les good vibes, oui, les bonnes énergies, je suis guidée par les anges de lumière, je suis complètement allumée, éthérée, ouais, bah, très bien, hein, et vas-y, va t'y mettre, quoi, pas te coller à la galère. Et si tu inclus les deux faces, la lumière et l'ombre, à ce moment-là, tu es plus en paix. Quelque chose qui s'agrandit, qui s'expanse. Tu peux beaucoup mieux contenir les obstacles sur ta route que si tu es tout le temps rêvons de la lumière, moi je rêve, oui, je vais y arriver, je vais m'instruire, voilà. Nous sommes dans le monde des bisounours. Bon, okay. Donc j'ai fait une autre conférence sur l'impact du New Age sur nos vies amoureuses. Je crois que j'avais fait une conférence là-dessus. Donc je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet. En même temps, je fais partie de ce mouvement. Donc évidemment, je prends le contre-pied, mais il ne faut pas oublier que je suis une femme solaire, que je suis aussi quelqu'un qui rayonne la lumière, que je suis au contact avec mes talents et que je trouve que le positif, ça a du bon. Mais ça, c'est déjà intégré. Pourquoi j'en suis à l'étape d'après ? Parce que j'ai déjà expérimenté tout le bon du positivisme. Et qu'après, on peut passer à quelque chose de plus sincère ou de plus... déconstruire ça pour aller à quelque chose de beaucoup plus paisible. Voilà. Et ça, c'est surtout tiré de tous les enseignements que j'ai eus, qui sont des enseignements spirituels, et notamment les enseignements du tantrisme, qui sont des enseignements de la non-dualité, où on voit les choses à travers un prisme non-duel de l'existence. C'est-à-dire, il n'y a pas les lumineux contre l'ombre. Hein, il n'y a pas les mauvais et les gentils d'un côté. Hein, il n'y a pas la hiérarchie, le bien, le mal, le haut, le bas, voilà. Tout s'assemble, tout se tient. Hein. Tout est dans l'interaction, il n'y a pas l'un sans l'autre. Et si je veux éviter une polarité, je me colle l'autre. Elle va m'arriver en face, que je le veuille ou pas. Et de manière beaucoup plus cruelle. Hein, donc c'est vraiment important de pouvoir faire un travail d'inclusion, un travail de distanciation, et pas un regard aveuglé par tout ce qu'on vous raconte aujourd'hui. Allez réaliser vos rêves, vous pouvez y arriver, mais oui, on va vous apprendre toutes les techniques et les stratégies. Vous êtes l'acteur de votre vie, redevenez l'acteur, vous êtes une merde, vous êtes sinon en galère, vous n'y arriverez pas. Hein. Voilà, quelques idées que j'ai sur le sujet. Je regarde l'heure et puis je vais vous passer quand même la parole, parce qu'il reste un quart d'heure, et j'aime bien avoir un échange aussi avec vous dans le public. Donc, si tu veux faire passer le micro qui est là. Donc, si vous avez des commentaires, des témoignages ou des questions, voilà, ou des contre-propositions, je ne dis pas que j'ai pas de prétention de détenir la vérité. Voilà, j'ai des propos qui sont parfois un peu avérés, mais parce que quelque part ça me crée de la peine de voir comment on s'embarque dans toutes ces histoires-là. Merci. Bonsoir. Oui. Alors j'ai deux questions. Est-ce que du coup il faudrait, pour simplifier les choses, il faudrait enlever tout idéal de sa tête dans la vie de tous les jours? Et ma deuxième question, c'est que le problème, c'est que si on ne croit pas fortement à ce qu'on veut faire, on ne va pas se donner à fond. Oui, alors je vais prendre les deux points sont intéressants. La première, c'est si j'ai pas d'idéaux, est-ce que... Redis.
Si j'ai pas d'idéaux, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que le plus simple, c'est d'enlever tout idéal de sa tête? Oui, non. non, parce que faudrait pas que vous partiez dans le « je suis complètement désabusé, je crois à rien, donc je suis passif et j'attends que la vie passe ». Bon, à quelle heure il est là? Oh putain, je suis pas encore suicidée. Oh, c'est mauvais ça. Il serait peut-être temps que je reste sur mon canapé et que j'attende, ça sert à rien, rien ne sert à rien. Donc retroussons les... Voilà, on arrête tout. Non, j'ai pas du tout dit ça. Et c'est bien que tu poses cette question parce que j'ai jamais dit ça et je le dirai jamais. Je dis toujours dans toutes mes conférences, si vous m'écoutez, ne renoncez jamais à participer, à jouer le jeu. Voilà. Pourquoi ne renoncez jamais? Parce que, allez-y, on est formaté, on a un cœur, on a un sexe, on a un corps, on a des émotions. Donc, allez-y totalement, créez des idéaux en mettant en perspective, j'ai des idéaux, ok, j'y vais, je mets les stratégies pour y accéder, mais si ça marche pas comme je veux, c'est pas grave, pas grave. J'aurais mis tout le paquet, des fois ça marche pas. J'ai plus de distance, tu vois, je me prends moins de râteaux, je suis moins écroulée. Hein. Y a une forme de détachement qui apparaît, ou une forme de tolérance aux fameux échecs qui finalement ne sont plus vécus comme des échecs. C'est normal, c'est pas grave. Tu vois, je dis souvent c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? C'est pas dramatique. Parce que j'anticipe que un idéal reste à sa place d'idéal. Mais ça reste un idéal. Et je vois que c'est un idéal que je produis. Donc quand je vois que je fabrique un rêve, je suis consciente et lucide que c'est un rêve. Ça ne veut pas dire que ça va marcher. Ça a même des chances que ça ne marche pas. Donc comme j'ai anticipé que ça ne marche pas et que j'ai pas trop d'attentes, eh ben voilà, je gère mieux finalement, tu vois. Il y a moins d'effondrement. Voilà. Ce qui va beaucoup nuire aujourd'hui, c'est on crée trop d'attentes. On vous fait croire que ça peut marcher et que c'est vrai. Donc plus vous collez des attentes, plus vous êtes déçus. Comme des enfants petits. J'ai pas mon jouet, j'ai pas mon jouet. Bon voilà. Donc il ne s'agit pas d'arrêter de vouloir des jouets, il s'agit de jouer en sachant que tu joues. Et là c'est différent. Tu vois là, le trip. Et la deuxième question qui était extrêmement intéressante, c'était, redis-moi. C'était quand on n'y croit pas fortement, on se donne pas à fond. On se donne pas à fond. J'ai répondu. J'ai dit oui, mets tout le paquet. Alors ça aussi, c'est un truc que j'ai vraiment très profond en moi et que je vis comme ça, que j'incarne, c'est d'être total, c'est-à-dire dans une forme de pureté. Ça me traverse. J'ai un objectif, par exemple, moi j'ai un objectif amoureux puisque je suis sur le thème du couple souvent, tu vois. Donc j'ai un idéal d'amour romantique. Moi je l'ai toujours eu, je l'aurai toujours. Ok, c'est mon truc, hein. Chacun son histoire. Bon, bref, ses rêves. Moi, c'est mon truc. Donc, je vais peut-être pas, j'ai pas envie d'arrêter de rêver. Pourquoi? Parce que ce rêve-là, qui est un idéal, il me permet de vivre quoi? De l'intensité. Il me permet de me sentir vivante. Il me donne des forces vives quand je le vis. Mais parfois, c'est souffrant, parce que plus j'ai de relations et plus je me prends des râteaux, comme beaucoup de monde, hein, d'ailleurs. Hein. Et donc, mais ne pas y aller, me priver de relations amoureuses ou de rêves romantiques, ça serait encore pire, c'est-à-dire que je me dessécherais sur place. Donc j'ai pris le pari d'y aller sur le terrain, de vivre ce que j'ai à vivre, en étant un peu détachée, c'est-à-dire en étant lucide que tout ne m'est pas donné comme ça, tu vois, et que ça peut être souffrant. Je suis d'accord avec ce principe-là. Et je m'y mets à fond. Quand je suis triste à fond. Quand je suis heureuse à fond. Quand je suis passionnée à fond. Quand je suis désespérée à fond. Voilà. Donc à fond, mais quelque part, il y a toujours un pas en arrière qui est ok, je vois que je suis à fond, mais je sais que je suis à fond. Je sais que mon enfant, moi, est à fond parce qu'il y a un adulte qui regarde derrière tout ça et qui ne se prend pas les pieds dedans. Mais je peux être très traversée par les émotions, c'est beaucoup plus vivant comme ça, tu comprends? Sinon, je participe plus, je suis sur mon canapé, j'attends que ça se passe, autant se suicider, hein, tu vois. Voilà. Mais c'est vrai. Hein, donc... je crois que ça crée de la simplicité, de s'autoriser à y aller à fond, d'utiliser toutes les stratégies qui parfois marchent bien, hein, mais en étant libre du résultat. Ça marche pas, c'est normal, ça marche, youpi, j'en profite à donf. Et là, je suis super au top, mais je sais que dans 10 minutes, un quart d'heure, 3 minutes, il va encore y avoir quelque chose qui va me manquer, ça va pas aller exactement dans le sens de mon rêve. Et ça, c'est normal. Donc, je m'y attends. Tu vois? Mais moi, j'aime beaucoup tous les philosophes qui ont travaillé sur la déception, sur la souffrance, sur la laideur,
Tu vois, je repense à Nietzsche comme ça, qui me parle aussi beaucoup, parce que vraiment poser un regard de laideur, de beauté sur le monde souffrant, sur la maladie, sur tout ce qui apparaît comme laid, c'est magique, c'est exceptionnel. Tu transformes le regard en fait, hein. Et ça, c'est une clé merveilleuse. Mais ça veut dire que la déception est au rendez-vous. C'est pas la joie qui est au rendez-vous toute l'année. Ça, c'est normal, tu vois. Et la tristesse est au rendez-vous. La tristesse est une émotion qui nous relie. Les gens qui sont toujours joyeux toute la journée, c'est chiant. Voilà. Qu'est-ce qui nous émeut? C'est la tristesse. Voilà. Logique, hein? Il me reste 10 minutes ou 5 minutes? 10 minutes. Merci. Ok, super, merci pour ta question, c'était très intéressant. Ouais, fais passer le micro, merci à Valérie. Merci madame. En fait, j'ai entendu toute la séance, mais il y a un seul mot que j'ai pas entendu, c'est l'espoir. Ah oui, l'espoir, merci je voulais m'en parler. Ouais, bon. Heureusement que tu es là. Mais du coup, je voulais savoir oui, très bonne question. de votre côté. Oui, c'est toute une séquence que je voulais vous faire sur l'espoir, j'avais oublié, disons. Tombe bien. Donc l'espoir, j'en ai parlé un petit peu, je l'ai abordé, mais pas avec le mot espoir. Je dis les enfants résilients petits qui vivent dans un environnement appauvri créent un imaginaire. Et donc ils créent de l'espoir. L'espoir qu'un jour, ce papa, cette maman, va se transformer en un bon papa, une bonne maman. C'est comme ça qu'ils survivent, qu'ils réussissent à soutenir le réel. Donc on dit que l'espoir fait vivre. Attendez, l'espoir fait vivre, ayons de l'espoir, l'espoir fait vivre. Oui, petit, à cet âge-là, effectivement, c'est ce qui a permis à l'enfant de pouvoir traverser ces épreuves. Non plus grand. Non plus grand, parce qu'en tant qu'adulte, si je continue à créer, à fabriquer de l'espoir, que peut-être un jour, j'aurai ceci, j'aurai cela, si mon compagnon se transforme en je ne sais quoi, d'un coup, si qui fait de la thérapie, tatitata, un coup, il va se transformer en une bonne personne, il est une mauvaise personne, voilà. Donc j'ai l'espoir. En fait, tout me signifie que c'est pas vrai, qu'il n'a pas l'air de changer beaucoup, mais j'ai l'espoir qu'il va arrêter de me maltraiter, par exemple. Et donc je m'agrippe à cet espoir. Alors là, l'espoir ne fait pas vivre, l'espoir tue. C'est-à-dire que l'espoir se retourne contre vous, il vous fait croire des hallucinations, il vous fait croire que vraiment, un jour peut-être, vous allez retrouver la personne que vous avez connue au tout début, par exemple si c'est un homme ou une femme, coup de foudre, machin, tout ça, et qu'après, on voit tous les défauts apparaître, mais l'espoir est une forme d'illusion ici. Ça ne vous permet pas de voir que la personne, elle a plein de défauts et qu'elle a ses limites, et que vous ne pouvez pas les gérer, vous n'avez pas les moyens de les gérer. Donc vous faites quoi? Donc continuez de fabriquer de l'espoir comme un enfant qui croit que peut-être un jour ce mauvais parent va se transformer en bon parent. Là, ça vous fait pas du bien. Hein? Donc je dis toujours, une question que je pose à mes patients souvent, je leur dis, mais dites-moi, si cette personne-là qui est dans votre vie là, depuis 10 ans et qui vous maltraite tellement, que vous avez tellement l'air de vous en plaindre, elle continue définitivement à se comporter comme elle se comporte, est-ce que, si vous perdez tout espoir en fait, en clair, et tous vos rêves, est-ce que vous continuez de vivre avec? Alors certains me disent, ah bah oui, parce que, mais pourquoi? Parce que j'ai encore l'espoir. Alors, ils n'arrivent pas à lâcher l'espoir. Hein, ça s'agrippe l'espoir. Hein. Ça a été une stratégie de survie, hein, c'est pour ça, hein, j'agrippe la chambre. Et en même temps, quand je leur fais vraiment, mais elle ne va pas changer, c'est rien qui va bouger. Est-ce que vous continuez avec? Ah bah peut-être que non, peut-être que je mérite autre chose, peut-être. Ouais. Mais c'est pas gagné. Tu vois bien que pour les grands, on pourrait dire qu'une certaine forme d'espoir ne les aide pas. Et pour moi, c'est quelque chose que j'ai écrit dans l'article que j'ai écrit, mais c'est pas moi qui l'ai inventé. La vraie liberté advient quand il n'y a plus aucun espoir. Donc on n'est plus dans le monde des illusions. Il y a quelque chose qui s'approche d'une forme de paix existentielle. Je n'ai plus besoin de fabriquer une machine à rêve et à illusion et à espoir pour être tranquille avec ce qui est, parce que ce qui est un truc, je vais avec le courant, et quand j'y arrive pas. Ce qui est, c'est que j'arrive pas à aller avec le sens du courant, et j'arrive pas à me détendre. C'est ça qui est. Et de nouveau, accueillir ce qui est, tu vois. Donc l'espoir, quelque part, ne contribue pas à trouver une forme de paix existentielle pour moi. Mais il y a une période dans la vie, enfant, je répète, l'espoir est d'une résilience. Donc oui, c'est pour ça que ça existe d'ailleurs, hein, c'est pour ça que les humains fabriquent de l'espoir. Ça les a permis de survivre.
Et on le voit, je l'ai dit dans les peuples traditionnels, hein, l'espoir que nous allons louanger Dieu, etc. Nous allons être guidés, nous aurons une vie qui sera beaucoup plus, plus belle. Hein, voilà. Que les vents nous seront favorables. Ça a été une manière aussi pour eux de traverser des moments extrêmement difficiles où l'environnement était vraiment dangereux. Tu vois. Donc on voit ça apparaître. Mais il est intéressant d'en prendre conscience et de comprendre ce fonctionnement. Pour moi. Donc oui et non. Oui, l'espoir est intéressant. Non, l'espoir peut être nuisible et peut créer beaucoup de souffrance. Voilà, pour avoir répondu à cette question, mais elle est très pertinente. Merci de l'avoir posée. Quelqu'un d'autre veut le micro? Oui. Allez-y, parce qu'après, j'ai toujours des gens qui viennent me voir à la fin qui disent « Ah, mais j'avais cette question, très bien, posez les questions. » C'est le moment. Hein. N'hésitez pas. Hein. Et comment l'adulte se débarrasse de ces mécanismes qu'il a initiés quand il était enfant? Le voir. Première chose, c'est la première étape, toujours, c'est voir ça. Voir et aimer notre enfant moi. L'enfant moi, c'est la petite personne qui n'a pas pu faire autrement que de faire ça, de créer de l'illusion, créer de l'espoir, créer du rêve, créer de la toute-puissance aussi. Hein. Et aimer cette partie de nous, aimer, c'est-à-dire la chérir. C'est un tout petit bout de chou qui est toujours là chez le grand qu'on est. Mais on ne peut pas s'en débarrasser, genre, casse-toi, qu'est-ce que tu me racontes, c'est des conneries, tu racontes encore des histoires, arrête de prendre tes rêves pour des réalités, t'es nul. Non, on ne se fait pas la guerre avec cette partie de nous. C'est un tout petit bout de chou qui nous envahit souvent. Donc déjà, on prend dans les bras, on l'accueille, on le voit, on voit que c'est un tout petit bout qui se prend pour un grand, mais qui est un tout petit bout de chou, et on se met en alliance avec cette partie de nous. Ça, c'est le petit 1. Mais pour se mettre en alliance, il faut déjà voir que je crois à mon histoire. Déjà, tu vois, il faut prendre déjà une distance. C'est voir ça. Voir l'enfant moi qui est aux commandes et qui croit à tout ce qu'il rêve. Et qui croit que c'est vrai ce qu'il croit. Et qui veut ce qu'il veut. Et je veux mon jouet, me le retirer pas. Voilà. Et c'est un enfant. Et ok, on est tous des enfants, c'est magnifique, c'est la vie, c'est l'envie, c'est la joie de désirer. Hein, magnifique. Mais est-ce que tu peux faire un pas en arrière, voir le tout petit, l'accueillir, et il y a le grand qui est là. Et le grand, il ne prend pas ça pour vrai. Il sait que c'est faux. Et peut-être qu'il veut décider de jouer la partition. Mais peut-être que pas. Tu vois ? Mais tu peux aussi aller dans le sens de ton désir. Ouais, je vais aller m'éclater, je vais jouer avec, je vais jouer avec tous mes amoureux, là. Allez, hop, 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 hop. Très bien. On peut suivre son désir, il n'y a pas de souci. C'est très créatif, c'est très jouissif. Mais avec cet adulte qui est derrière, qui dit, je vois ça. Je sais que c'est toi l'enfant qui est aux commandes. Super, je te laisse faire, vas-y. Ok, t'es frustré, fais ton caca nerveux. C'est normal, c'est l'enfant. L'enfant fait des cacas nerveux quand il n'a pas ce qu'il veut. Il ne peut pas faire autrement, il veut être le maître du monde. Moi, je me prends au sérieux, moi. Je crois que je suis quelqu'un d'important, moi. Je suis une vague, hein. Je suis une entité séparée, je me prends pour une vague. Très bien. Ben, je joue le jeu. Mais il y a toujours quelque chose qui sait que c'est pas vrai, qui sait que c'est un enfant tout petit qui est aux commandes à ce moment-là. Voilà. Ça te va, ça, comme réponse? Après, si tu n'y arrives pas, il faut vraiment venir explorer ça. Je te dis, on travaille, moi je co-anime avec Marie qui est là, et on organise des stages justement pour le comprendre de l'intérieur, ce truc-là, parce que là c'est très conceptuel ce que je raconte, ça a l'air un peu théorique, mais pour l'intégrer, tu vois, il y a une différence entre comprendre et intégrer. Donc intégrer, ça veut dire l'avoir expérimenté dans ton corps, dans tes émotions, dans tes sensations, que ça descende dans tes chaussettes. Mais pour que ça descende dans les chaussettes, il faut avoir vécu de l'intérieur. Donc nous, on met en place des situations, des expérimentations, où vous pouvez l'intégrer de l'intérieur, cette affaire-là. C'est plus facile que le comprendre simplement et l'intellectualiser. C'est toujours la limite du cognitif. Je le dis souvent, le cognitif, l'intellectuel, prendre conscience, c'est bien. Des fois, ça ne suffit pas au changement, il faut aller plus loin dans les racines. Plus loin de l'intérieur. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intégration. L'intégration mérite d'expérimenter les choses pour amener une mémoire de réorganisation, quelque chose qui se réorganise et qui le pige vraiment une fois pour toutes. Tu vois ? C'est un chemin. Mais ça commence par « je vois hein ». Ça commence par voir sans commenter, sans juger, sans évaluer que c'est bien ou c'est mal. Je vois simplement que là, il y a mon enfant moi qui rêve et qui croit que c'est vrai.
et qui est très convaincue. Et j'adore cette partie parce qu'elle est à honorer. Je rappelle que c'est un délice d'être conduit par l'énergie de l'envie, du désir. Tu vas pas jeter ça à la poubelle, ça va te dessécher. Donc c'est à honorer, vraiment, vraiment. C'est à chérir. Ouais. Vraiment. C'est beaucoup la vitalité, c'est l'énergie de vie, hein, c'est la libido aussi. Hein. Ouais, il faut que j'arrête. Ça tombe bien que vous ayez plus de questions. Donc, merci de m'avoir suivi sur cette conférence. Et puis, si vous souhaitez, j'ai une liste que je fais passer pour récupérer vos adresses mail, pour que vous puissiez vous mettre au courant de toutes mes interventions, stages, conférences. Voilà. Donc là, j'anime 2 stages dans l'été. Hein, si vous voulez, vous pouvez venir vous renseigner. Et puis sinon, en plaisir... pour à la rentrée, hein, je reviens sur des conférences à la Gazette. De toute façon, tout est sur mon site. Si vous vous intéressez à ce que je fais, vous avez les informations sur mon site. Les prochaines, c'est en septembre, les prochaines conférences à la rentrée à la Gazette Café. Voilà. Merci à vous et puis à une prochaine fois. Voilà.